Entrevue numéro 4, avec aujourd'hui un invité de prestige, puisque j'accueille un technicien en chef de la police scientifique. Salut Damien, ça va? Salut Arnaud, ça va bien, je te remercie de m'accueillir dans ton studio. Avec plaisir. On est à l'aise ici. On est bien là. Ah, on est bien. Il y a petit café et tout. C'est Si tu as chaleureux. besoin de quelque chose, tu demandes, ok? Parfait. Technicien en chef de la police scientifique, et plus précisément, chef de la section d'identification de la division de police scientifique de Gironde. J'ai bon? Parfait. Tu sais que je m'étais juré de le sortir sans regarder la tablette. C'est réussi. Victoire de canard, là. Ouais. Bravo. Et alors, à la police, vous adorez les sigles? Ça donne quoi? On dit acronyme même. Acronyme? Ouais. Technicien de police scientifique, c'est quoi? TPS? Alors, il y a technicien TPTS pour technicien de police technique et scientifique. Ouais. Mais ta technicien principal, ça sera TPPTS. Ok. Ou moi, technicien en chef, ça sera TCPTS. Ou même ingénieur de police technique et scientifique, IPTS. Ah, on a beaucoup de sigles. Je crois que j'en ai jamais vu autant que chez vous. Je sais pas si c'est lié à la fonction publique en général, mais quand t'es pas dedans, il a fallu que je m'accroche, moi. Ah oui, c'est un vocabulaire. C'est du vocabulaire à avoir quand tu rentres au ministère de l'Intérieur, certes, mais je pense que dans la fonction publique d'une manière générale, Ouais. quand tu travailles dans le territorial aussi, il y en a beaucoup. Vous nous direz en commentaire, hein, si vous travaillez dans la fonction publique, dites-nous, parce que c'est juste pour nous, c'est juste un enfer. Et Ouais. pour vous, il faut les assimiler, hein, c'est pareil. Ah oui, ça prend du temps au départ et ça fait partie de l'apprentissage du travail, entre guillemets, quand tu arrives dans la première année dans ton poste, par exemple. Ouais, d'accord. Et puis il y a beaucoup de réformes. Ouais. D'accord. Donc Ça complique change aussi. Ça complique encore plus les choses. Exactement. Bon, Damien, tu as 47 ans. Tu es né à Tours, tu as grandi à Tours. Tu as migré ensuite vers les terres lyonnaises après tes études. C'est là que tu es rentré dans la police. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment on fait pour rentrer dans la police scientifique? Alors c'est un concours. Alors là aussi il y a eu une évolution. Donc moi j'ai passé le concours en 2008. À l'époque il y avait le premier concours pour rentrer dans la police technique et scientifique. C'était la catégorie C, la plus basse. Et je vais encore te donner, désolé, un acronyme, mais c'était le concours d'ASPTS, c'est-à-dire d'agent spécialisé de la police technique et scientifique. Ouais. Après donc ce concours a disparu maintenant. Maintenant tu rentres soit au niveau le plus bas, c'est quand même la catégorie B, c'est T, technicien de police scientifique, ou technicien principal, ou alors ingénieur. Mais c'est des concours. Voilà, d'une manière générale, c'est des concours. Soit tu passes des concours en tant que ce qu'on appelle vrai externe, c'est-à-dire tu connais pas du tout le milieu de la police, et donc tu t'inscris à ton concours, voilà, tu le passes, il y a des écrits. Si tu es retenu à l'oral, tu vas à l'oral, et si tu es dans les mieux classés, imaginons, je sais pas, il y a 60 personnes retenues à l'oral pour 10 postes. Bon, on va dire, en gros, c'est comme ça. Et si tu es dans les 10 premiers, tu auras accès à un poste national. C'est un concours national. Il y a une limite d'âge pour participer à ces concours, tu sais, non? Il me semble qu'il y a une limite, mais je t'avouerai que je sais pas précisément. Salaud, tu m'as eu. Je te pose la question. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que depuis qu'on s'est retrouvés sur Bordeaux, parce que pour être honnête, nous on se connaît depuis plus de 40 ans maintenant. On a calculé, puisque toi aussi tu viens d'avoir 47 ans et on a 3 jours d'écart. Exactement, et on s'est connus à la maternelle, on a grandi dans le même quartier. Exactement. Bref, ensuite nos chemins se sont un peu séparés, on s'est retrouvés ici à Bordeaux. 2020. Ouais, 2020, on a beaucoup parlé de nos métiers, etc. Et tu sais que moi ça m'a titillé, ça m'a vraiment titillé d'aller passer le concours. La seule chose qui m'a un peu bloqué, sont après, une fois que tu as les affectations, quoi. Quand tu as ton concours, on peut t'emmener à Lille, Marseille. C'est ça, ouais, c'est ça. Maintenant, ouais. Justement, à l'époque, je te disais, tu vois, à l'époque, quand tu passais le concours de catégorie C, c'était du régional. Ouais. Ce qui veut dire que, donc moi, j'étais sorti de mon premier boulot sur Lyon, et je savais qu'en passant le concours sur ce coin-là, donc j'allais être affecté à Lyon ou aux alentours de Lyon, ce qui était encore envisageable, tu vois. Et j'ai pas passé dans d'autres endroits comme Paris ou Lille, où là, effectivement, tu dois aller loin. Et maintenant, les concours, c'est un peu ça, quoi. C'est effectivement, il faut être prêt. Comme tu le dis, à un certain âge, on a une famille, ouais, c'est ça. Ou pas, hein, mais on a quand même des attaches. C'est plus facile, c'est plus difficile de bouger, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le concours? Est-ce que c'était une vocation ou est-ce que c'était un chemin de vie, finalement? Alors, une vocation, non, je peux pas dire ça. Même toi qui me connais depuis des années, non, ça m'a pas titillé étant jeune. Non, c'est un chemin de vie, mais qui est quand même réfléchi. C'est-à-dire, pour être très clair, j'ai travaillé pendant quelques années en tant que technicien de laboratoire, en cosmétologie.
Bon, tu vois, ça n'a rien à voir. C'était... ce qui m'a fait changer d'avis, si tu veux, c'est que le produit de mon travail, c'était de l'argent. Voilà, Ouais. soyons très clairs. Ok. Voilà, donc je dis pas... Quand j'ai vu que l'argent menait pas mal de choses dans cette branche, je me suis dit, il faut changer, ça te correspond pas. Qu'est-ce que tu peux faire où le produit de ton travail n'est pas de l'argent pur, un, et deux, en plus, tu peux être utile à la société, à ton niveau, quoi, à ton petit niveau. Voilà, donc j'ai mis un an à réfléchir, à préparer les concours, enfin à regarder ce qu'il y avait, à préparer les concours, et puis mon choix s'est fait là-dessus, parce qu'en plus c'était une période, tu vois, avec les experts à la télé, on était exposé à mort à ça, et je me suis dit, ouais, vu que j'ai un chemin scientifique, pur scientifique, je me suis dit, ouais, ça réunit en fait tout ce que je cherche, quoi. C'est marrant parce que tu avais déjà cette démarche jeune de chercher un travail qui avait du sens. Ça, c'est plutôt quelque chose qui arrive pour la majorité des gens après, avec la quarantaine. On se pose tous des questions. On a envie d'avoir un métier qui a du sens. Toi, ça a commencé super tôt. Hein. Quand je me suis réveillé, parce qu'en fait, je faisais mes études, je suis sorti des études à 25 ans, et en fait, ça me plaisait pas. La fin de mes études me plaisait pas. Et j'ai dit à mon père, que tu connais, Jean-Marie, je lui dis, papa, écoute, non, en fait, je crois que si je peux, j'aimerais bien refaire d'autres études un peu encore. Il m'a dit, non, mais tu comprends pas, là, en fait, je paye. Donc maintenant, tu vas sur le marché du travail. Donc j'ai cherché du travail. C'était mon premier ça m'a apporté des choses, tu vois. Mais justement, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, non, j'avais pas forcément assez réfléchi au sens de ce que je voulais faire. Maintenant, tu es bien installé dans la fonction. Tu as 2 enfants. Effectivement. Est-ce que c'est pas compliqué d'éduquer des enfants quand on est confronté tous les jours à la criminalité ? Comment tu gères ça ? Oui, quelque part. Alors, compliqué, c'est peut-être pas le bon terme, mais en pleine sérénité non plus. Ouais. Effectivement, on entend ou on voit des choses qui font que... ils ont 15 et 11 ans, mes enfants, donc là, bientôt, le plus grand, il va demander à sortir. Bah ouais, je me dis, voilà, si tu vas dans ce quartier-là, fais attention, ou les conseils basiques, et puis le conseil le plus basique, c'est cours si tu as un problème. Oui, effectivement, on dort pas forcément aussi serein, mais on peut pas les empêcher, ça fait partie de l'éducation aussi, de leur donner de la liberté, de l'autonomie, donc je prends sur moi. Et j'ai de la chance d'avoir 2 garçons. Oui. Toi, t'as une fille, peut-être que ça sera encore plus stressant. Voilà, on n'est pas là pour parler de moi, mais oui, c'est en plus dans le même âge, tu vois. C'est ça. 14-15 ans, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, effectivement, il faut bien les lâcher. Bon, on va faire ça intelligemment, tout simplement. Depuis tes débuts, tu as l'impression que le regard des gens a changé sur la police ? Alors, oui, il a changé, mais en fait, le regard des gens, il change de façon assez régulière. Alors, si tu me parles de la police de manière générale, quand il y avait des périodes d'attentats, la police, tout allait bien. Oui. Hein, et puis après, ça se tasse, et donc on revient aux problèmes inhérents de la façon dont les gens perçoivent la police, parfois à tort, parfois à raison, donc c'est pas un débat, mais voilà. Après, sur les experts comme ça qu'on nous appelle, les gens, ils sont quand même plutôt... ils ont un regard bienveillant sur notre travail, ils sont même assez curieux encore. Donc non, ça va. Ils sont moins curieux qu'à une période. Maintenant, ils savent qu'on existe. Après, il faut savoir que ce métier, il n'est pas si vieux que ça et qu'on n'est vraiment pas nombreux en France. Ouais. On est moins de 4000 policiers scientifiques, tout confondus en France. Oui, puis c'est rien. Ça a été très exposé, voilà. Que ce soit dans les documentaires ou dans les séries, etc. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, une petite magie qui fait qu'on vous aime bien, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Et puis souvent, il ne faut pas oublier que quand on se déplace, alors je ne parle pas des scènes... faut pas oublier qu'en fait, il n'y a pas que des grosses affaires criminelles tout le temps. Il y a énormément de délinquance, au sens cambriolage, des affaires, en fait, ce qu'on appelle la délinquance de masse, c'est-à-dire ce qui se passe le plus. Quand on se déplace chez les gens, c'est des victimes. Donc, ils sont quand même contents de nous voir arriver en se disant « Ah, bah tiens, ils vont peut-être trouver... » Il y a un sentiment on va peut-être pouvoir aider à rendre justice ou punir les malfaiteurs, quoi. Donc, non, c'est plutôt un regard positif sur nous, ouais. On a vu ensemble sur site comment tu travailles sur les empreintes, notamment. Moi, il me reste encore des questions. Si tu veux bien répondre. Je vais essayer. J'aimerais savoir si les jumeaux ont les mêmes empreintes. Non. Non ? Non. Les jumeaux, les vrais jumeaux, donc homozygotes du même œuf,
et bon, que les hétérozygotes d'autant plus, n'ont pas les mêmes empreintes. Parce qu'en fait, donc, les empreintes se forment in utero, en fait, pendant la grossesse, vers le 4e mois. Ça commence vers le 4e mois de grossesse. Et alors, techniquement, tu sais, quand l'embryon se fait, c'est des tissus qui vont se placer, qui se différencient, qui vont se placer au bon endroit. D'accord. Et en fait, il est dit que il y a une des parties qui explique qu'on a des traces, enfin des empreintes, pardon, c'est que les mouvements du fœtus à l'intérieur du liquide amniotique, etc., donnent un peu la forme spécifique de chaque doigt. Voilà. Donc effectivement, pour différencier deux vrais jumeaux, rien ne vaut les empreintes. Les empreintes. Parce que l'ADN de vrais jumeaux, il est quasi identique, quoi. C'est vrai, l'ADN? Bah ouais, ouais. Ah ouais. Il est identique en termes de ce qui s'exprime. Alors après, je suis pas encore assez calé en biologie pour savoir, mais je pense que il y a peut-être des parties non codantes, comme on dit dans l'ADN, qui sont peut-être pas exactement les mêmes. D'accord. À vérifier. Il faudra vérifier ça. Mais en tout cas, les empreintes, c'est une certitude qu'elles sont différentes. Elles sont différentes. Très bien. Est-ce que, tu as un peu répondu là, mais est-ce que les empreintes vont changer entre mon âge d'enfant et mon âge d'adulte? Non, 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 non. Non, non, c'est... en fait, on qualifie les empreintes d'inaltérables, d'immuables et d'uniques. D'accord. Donc unique, comme on l'a dit, chacun les siennes. Immuable, ça veut dire qu'elle ne varie pas dans le temps de ta vie à la mort. Et inaltérable, c'est-à-dire que quand tu te blesses, tu te coupes légèrement ou tu t'abîmes les doigts, et que tu n'arrives pas dans une zone très profonde, elles vont se reconstruire à l'identique, tout le temps. D'accord. Et elles restent comme ça jusqu'à ta mort, jusqu'à la putréfaction du corps. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai moyen de faire disparaître mes empreintes? Alors... Techniquement, tu peux le faire. Ça s'est vu dans certains films. Par exemple, tu te coupes la peau des doigts. Ouais. Il y a aussi une technique de simplement se les frotter sur le bitume, par exemple, ou sur des roches. Voilà, ça se voyait pas mal dans les signalisations des gens qui étaient aux frontières, en fait. Tu vois, par exemple, dans les frontières, à une époque, ils se frottaient les doigts pour essayer qu'on ne puisse pas les identifier. Mais si tu le fais pas régulièrement, elles reviennent. Ouais, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Après, mais je pense que ça doit être hyper douloureux. Il faut se les bains d'acide. Mais ça va loin. Faut être violent là. Ça va loin. Faut en mettre des gants, quoi. Par contre, il existe une maladie, je sais pas si tu sais, qui s'appelle la dermatoglyphie. Ouais. Alors c'est une maladie orpheline, hein, c'est extrêmement rare, mais t'as pas d'empreinte au bout des doigts. C'est vrai, c'est tout lisse, c'est de la police. C'est tout lisse, ouais. C'est comme, en fait, c'est comme tes phalanges. Ok. Les deux premières phalanges. Et est-ce que ça touche aussi la paume de la main? Oui, je pense. Oui, je pense. C'est vrai que j'ai vu des photos, je m'étais renseigné, mais oui. En fait, je pense que c'est tout ce qui est crête et sillon, quoi. Il n'y a pas de crête. Ok. Si je laisse une empreinte sur ce piano, enfin une empreinte, une trace, j'ai bien compris. Bien. L'empreinte est volontaire, la trace est involontaire. Exactement. Est-ce que je laisse de l'ADN? Ouais, potentiellement, tu laisses de ce qu'on appelle de l'ADN de contact. Donc, plus tu vas maintenir, comme ça, l'appui, plus tu vas toucher l'objet en question longtemps, plus tu as de chances d'en transférer de l'ADN. D'accord. Voilà. Comme quand tu parles, on postillonne, pareil. Donc, tout ça, c'est de l'ADN qu'on peut récupérer. Donc l'ADN de contact, c'est ce qu'on touche. Et après, on l'oppose souvent à l'ADN chargé, c'est-à-dire le sang, le sperme. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment impressionné quand on discutait avec ta collègue, Céline. Elle nous parlait d'odorologie. Ouais. Alors ça, c'est fou. Vous arrivez à conserver les odeurs 10 ans, même voire plus de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais cambrioler mon voisin qui est parti pendant 3 semaines. Je fais une pause dans son canapé, je lâche une petite caisse, je peux me faire gauler 10 ans après. Quoi. C'est un peu ça. Alors oui et non. Non, en fait, attention. Conserver une trace odorante une dizaine d'années, voire plus, ça sous-entend qu'elle est dans un bocal hermétique, enfin fermé quoi, dans des conditions de température et d'hygrométrie ambiante contrôlées. En revanche, si toi, là, tu es assis sur ton fauteuil, ce fauteuil-là, tu l'utilises beaucoup, donc il y aurait quand même peut-être des chances. Mais récupérer une trace odorante sur le terrain, il y a des limites de temps. D'accord. Puisque, par définition, l'odeur est volatile. Donc, je te dis n'importe quoi, non, mais dans une voiture, par exemple, si la voiture elle est fermée, en moyenne, on peut aller jusqu'à 24 heures. Mais après, c'est fragile et c'est volatile, donc tu vas pas récupérer grand-chose. En tout cas, vous pouvez récupérer
Alors, elle nous parlait de petites... Des tissus de petits spéciaux. tissus Ouais, tout à fait. spéciaux, voilà. Après, comme tu disais, c'est conservé de manière spécifique. Mhm. 10, 15 ans, ça peut être conservé encore pour les enquêtes. Ça me... Ouais. Non, c'est une superbe technique hein, qui a été, qui est jeune aussi puisque elle a été importée de Hongrie Ouais. avec des chiens qui ont d'abord été formés en Hongrie sur plusieurs années. Et alors bon, pour l'avoir vu plusieurs fois faire les parades, c'est comme ça qu'on appelle le fait qu'il y a une série de bocaux avec un élément à comparer dedans. On lui fait sentir la trace qu'on a récupérée sur le terrain. Et il va s'arrêter au niveau du bocal, il va pointer le bocal, il va se coucher à côté du bocal, qui contient la même odeur. Et en fait, cette odeur-là, c'est une odeur humaine spécifique. C'est pas un parfum, c'est pas du tabac, d'ailleurs ça gêne pas. C'est C'est une odeur de peau, quoi, Ouais, propre à c'est une- chacun. En fait, oui. En fait, en gros, t'as l'odeur, elle est composée, elle est tripartite, quoi, l'odeur. Et il y a une de ces parties qui est vraiment propre à toi, Mhm. donc qui est pas liée à ce que tu manges, c'est pas lié à ton parfum ou à ce que tu fumes. C'est ça qu'il va chercher. D'accord. Et donc l'intérêt, c'est que on va pouvoir dire ah bah tiens, cette odeur, je l'ai récupérée sur l'assise du siège passager. Donc ça sous-entend que le mec, on peut pas dire qu'il conduisait, quoi. Oui. Par exemple. C'est un exemple, mais on peut dire aussi, tiens, cette personne était assise là à un moment donné. Donc il faudra qu'il s'explique. C'est comme pour tout, hein. C'est pas forcément que tu es coupable, c'est juste, il faut s'expliquer pourquoi il y a ton empreinte, pourquoi il y a ton ADN, pourquoi il y a ton odeur. Et on peut aussi relier l'odeur sur une arme. Si ton odeur, elle est sur l'arme qui est retrouvée sur le crime, Ouais, même principe. même principe. D'accord. Voilà. On a vu que tu travaillais beaucoup en bureau, on a vu un peu les activités que tu faisais, mais tu fais aussi des astreintes. C'est ça. Hein. Alors, comment ça se passe, les astreintes? Ton téléphone sonne? Ouais. Ouais, c'est quoi la suite? Eh ben, ton téléphone sonne. Alors, tu as deux modes d'astreinte. Tu soit tu es appelé par ce qu'on appelle la SIC, le Centre d'information et de commandement, Oui. soit directement par l'officier de police judiciaire. Et on te dit, bah voilà, telle affaire, donc agression au couteau, à tel endroit, il faut y aller. Voilà, donc tu prends les infos pour t'y rendre, quel OPJ vient avec toi, et puis ton véhicule d'astreinte est prêt avec ton matériel dedans. Et tu te rends sur les lieux qui sont sécurisés par les collègues, hein, donc la plupart du temps. Et puis tu gères ta scène quoi, de A à Z, fixe les lieux, c'est-à-dire tu prends les photos, tu prends les infos, tu vas matérialiser les éléments que tu vas trouver intéressants pour ton affaire en compagnie de l'OPJ, parce que c'est lui le directeur d'enquête, comme on dit. D'accord. Donc en gros, pour lui, nous on est le conseiller scientifique et le gestionnaire de scène. Si il te dit, ah tiens... Là, franchement, cet élément, je veux le prendre. Toi, tu t'estimes qu'il n'y avait pas besoin, bah, il faut t'y plier. Et à l'inverse, s'il te dit non, mais ça, c'est bon, le 15e prélèvement de sang, j'en veux pas, voilà, tu t'y plies. Mais bon, on travaille de concert, donc après, tu as l'habitude de travailler avec eux en plus. Oui, tu t'adaptes. Donc ça se passe bien, ouais. bien. T'as un gyro? Ouais, on a un gyro, ouais. T'as un gyro, t'as une sirène? Oui. Ok. Donc, t'as un délai pour arriver? Alors, normalement, on nous demande de mettre moins d'une heure. Enfin, 1 heure max, quoi. Ok. Ouais, tu mets rarement plus d'1 heure, à part si tu habites. Parce qu'il y a aussi la contrainte de distance de ton logement. Parce que, en fait, quand tu es d'astreinte, tu es appelé la nuit, tu es appelé les jours fériés, tu es appelé le week-end. C'est surtout là qu'en fait, on a besoin de toi. Parce que si le service il est ouvert, bon, bah, ça va être traité par l'intervention classiquement, quoi. Tu en as fait pas mal, des astreintes, que ce soit à Bordeaux ou même à Lyon. À Saint-Étienne, surtout. À Saint-Étienne? Ouais. Tu as dû voir des choses assez impressionnante, j'imagine. Oui, c'est enfin impressionnante. C'est quoi les scènes les plus marquantes que tu aies pu faire? Alors les scènes les plus marquantes, mon premier homicide. Même si c'était pas la scène la plus marquante au sens plein de sang partout. Non, mais en fait, le gars qui a tué son compagnon, il était encore là. C'est lui qui a appelé la police, quoi. Donc on arrive, il est là, il est assis sur le canapé, donc tu vois son regard, tu vois... C'était ton premier? Ouais, c'était ma première scène tout seul à traiter un homicide, ouais. Okay. Ouais. Ça remonte en 2014. 2014, ouais. Bon, ok. Ça, donc là, c'est le côté humain, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est le côté humain qui est toujours le plus marquant. C'est-à-dire quand tu as des victimes et que tu as l'entourage de la victime qui sont là, les pleurs, les effusions, tu sais
toi, tu peux pas. Tu peux être qu'empathique dans ta tête, en fait. Oui, Quand bien t'as un sûr. boulot et tout, faut se tenir. C'est pas facile, surtout quand c'est des enfants qui pleurent la mort de leur frère ou de leur sœur, ou voilà. Les cadavres putréfiés, c'est parce que quand on parle de scène, il y a aussi, on fait ce qu'on appelle des enquêtes d'essai. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément l'intervention d'un tiers, c'est quelqu'un qui est découvert mort chez lui. S'il y a un obstacle médico-légal qui est posé par le médecin, qui déclare la mort en fait, Oui. à ce moment-là, on doit se déplacer. Et parfois, tu retrouves un corps qui est là depuis des semaines. Alors, tu as un timing, hein. Si c'est des années, il va être plutôt momifié. Si ça fait quelques semaines, il va être putréfié, gonflé, avec les odeurs, les vers. Donc ça, voilà, c'est pas que c'est marquant au sens t'es choqué, mais voilà, c'est quand même pas naturel, tu vois. Oui, bien sûr. Vous êtes préparé à ça? Vous avez des formations pour vous préparer psychologiquement à ça? Alors, Ou alors vous êtes lancé sur le terrain? Non, il y a pas. Alors, à ma connaissance, en tout cas, quand j'ai été formé, mais même là, les formations que je connais encore, parce que j'ai été formateur à une époque, non, on peut pas dire qu'on est formé à ça. Il y a une sensibilisation au fait que on va côtoyer la mort. Mhm. D'ailleurs, ce film de sensibilisation, j'ai tourné dedans et je sais qu'il passe encore. Il est montré aux gens qui rentrent dans la police scientifique. Mais ensuite, quand tu rentres sur le terrain, tu vas assister à des autopsies. C'est un stage d'immersion. Donc, tu vas avoir un peu plus près la mort et tout ce qui est une autopsie. Mais franchement, je pense que tout le monde s'est dit comment je vais réagir quand je vais voir mon premier cadavre, tu vois, Oui, en vrai, quoi. En vrai, sur une scène Ouais, réelle. chez lui, par exemple, ou dehors. On arrive à prendre du recul face aux tragédies, finalement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se raccroche à ce que tu dois faire, à la technique. Ouais, c'est ça. Et on essaie de prendre du recul sur Ouais, le reste. on prend du recul sur le reste pour pouvoir travailler correctement. Alors, la première des choses, c'est que on met un équipement. Mine de rien, ça fait un barrage, et ça fait un barrage aussi mental. On prend énormément de photos, donc du coup, il y a aussi cette distanciation qui se fait par ça. Et puis après, mine de rien, aussi quelque chose qui joue, c'est que quand on gère une scène, on a tout le temps des collègues avec nous. Alors là pour le coup, je parle de scène criminelle, hein, pas de cambriolage où on y va tout seul, souvent. En gros, ils font un écran de protection, ils s'occupent des témoins, etc. Ils les mettent ailleurs, donc on est quand même au calme sur notre scène. Oui. Donc ça aide. Voilà, mais moi, je sais pas, je pense qu'en fait, tu t'y fais et tu discutes beaucoup avec les collègues, tu rigoles aussi, mine de rien, tu vois, le rire, ça désamorce beaucoup de choses. Ah, c'est vrai qu'il y a des situations, des fois, un peu cocasses, quoi. Bon, ça aide à dédramatiser. Qu'est-ce que tu appelles cocasse? Ouais, ben, c'est une position d'un corps qui est retrouvé mort, c'est les conditions de sa mort. Ah, les conditions de sa mort. Ouais, il y a des histoires un peu qui courent, tu vois, de chemsex qui tournent mal ou de pratiques sexuelles qui tournent mal et qui sont retrouvées dans des positions un peu inadéquates, quoi, on va dire, ou avec des objets au mauvais endroit, quoi. D'accord, oui. Donc, du coup, voilà, tu en rigoles. Voilà. Après, tu rigoles moins quand c'est les enfants, donc, clairement. Ah, bon, moi, j'ai des enfants, voilà, forcément, c'est plus difficile de. Tu as déjà travaillé sur Ouais, le décès oui. d'un enfant? Ouais, plusieurs, ouais. Plusieurs, ouais. Ouais, c'est pas facile, ouais. Mais c'est pas facile parce que moi, je suis papa. Et puis, c'est pas facile parce que quand il y a les parents, c'est un drame absolu. Ah, mais ça doit être. Et ils sont. En fait, tu te prends de plein fouet leur douleur, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est chaud. Bah, ça doit être horrible. J'imagine que tu rentres chez toi, tu fais un gros câlin à tes gosses, quoi. Ah, bah ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Et tu vois, on revient un peu à la question que tu posais au tout début. Du coup, tu fais un gros câlin à tes gosses, tu les aimes, tu veux les protéger de ce qui peut potentiellement arriver de façon inopinée et complètement injuste, tu vois. Quand un gosse se prend un coup de couteau parce qu'il a dit qu'il n'avait pas de clope, Ouais. ça fout les boules, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu parlais d'autopsie. Ouais. Comment tu l'as vécu, ta première autopsie? Alors, ma toute première autopsie, c'était... je m'en suis pris plein les narines. Ah, Ouais, plein les narines. c'était quoi? J'avais eu le droit à 3 autopsies en même temps, c'était à Lyon. Ok. C'était dans mon stage d'immersion. C'est-à-dire que j'étais même pas encore sur le terrain. Et ils nous ont fait venir dans le contexte, justement, pour nous préparer et tout. Et j'avais un noyé putréfié. Donc, il avait une salle, rien que pour lui. Tu rentrais dans le bâtiment, tu le sentais déjà. Dans le bâtiment? Ouais, tu le sentais déjà. La vache. J'avais eu un jeune qui était mort, comme je t'ai dit, une enquête d'essai, probablement un arrêt cardiaque ou quelque chose. Donc ça, c'était propre.
Et j'avais une dame qui s'était fait écraser, donc qui était un peu broyée. Donc j'avais un peu l'ensemble des choses. Et comme je te disais, moi j'ai une formation scientifique, et notamment en bio. J'avais tenté médecine. Donc non, moi j'étais passionné direct. Ouais. Voilà, tu discutes avec le médecin. Ah, c'est quoi ça en vrai? Pourquoi c'est arrivé? T'as pas tourné de l'œil Bah, non, non, D'accord. non. Après, l'odeur me déplaît fortement, et toujours, même des années après. Mais non, il paraît qu'elle reste, l'odeur. Ah ouais. Ouais. Ah oui, bah. En fait, il y a deux choses. Un, l'odeur reste dans ta bouche et sur tes vêtements toute la journée. En tout cas, en fait, ça a tellement saturé ton nez que tu as l'impression que c'est partout. Ouais, d'accord. Donc, clairement, tu le sens sur tes fringues et dans ta bouche. Et en plus, après, t'as faim, mais t'as faim, quoi. Tu as faim? Ah ouais, t'as faim. Enfin, la majorité des gens avec qui je discute qui Mais sortent comment c'est d'autopsie, possible, mais t'as ça une dalle. Mais c'est un. Parce que Je pense que c'est un réflexe. c'est un réflexe? Ouais, Parce que les mauvaises odeurs, c'est écœurant quand même. Ouais, mais là, en fait, t'as pas faim à cause de l'odeur, t'as faim de ce que t'as vu. Parce que quand tu vois une autopsie, en fait, une autopsie, ça se fait toujours de la même manière, hein, il y a un protocole. Et en fait, ils vont découper, là, les côtes. Et ils vont l'enlever comme un plastron. Ça fait un T-bone, en fait. Non, je te Ok, jure. Et d'accord. en fait, il y a un réflexe, je sais pas, non. Il y a un réflexe qu'on contrôle pas, quoi. C'est pas réfléchi. Et t'as faim. Mais t'as faim de kebab, de McDo, de trucs, ou de barbecue, enfin de viande, tu vois. On a parlé un peu de tout ça déjà au fil des ans, on a évoqué ces sujets-là. Mhm. Vous enlevez le visage systématiquement sur les autopsies? Ouais, C'est systématique, ça? ça fait partie du protocole, ouais. Ok. Alors en fait, c'est pas on enlève le visage. Techniquement, c'est pas ça. C'est ils veulent accéder au cerveau. Oui. Donc pour accéder au cerveau, la seule manière de le faire, enfin il y en a peut-être d'autres, mais celle qui est médicalement utilisée, ils vont scier ici la boîte crânienne. Mais pour scier la boîte crânienne, il faut d'abord enlever toute la couche de peau, la calotte de peau, et en fait ils la rabattent devant. Ah, d'accord. Ok. C'est mieux. Voilà, donc ça, C'est plus propre. Ouais, c'est plus propre. Ok. Non, d'accord. non, il y a pas, on t'enlève pas le visage comme dans Volte-Face, tu vois. D'accord. Après, dans les histoires qui m'ont marqué, donc j'ai eu un gars qui a tenté de s'immoler, par exemple. Ah oui, dur. Donc, Qui a tenté, donc. bah, en fait, il a été, il est sorti de chez lui, hors de son lotissement, il s'est mis dans le champ, il s'est aspergé d'essence, et puis il s'est allumé. Sauf que je pense que c'était tellement violent qu'il a couru dans son lotissement et que son voisin a réussi plus ou moins à éteindre les flammes et l'a mis sous la douche en attendant les secours. Et en fait, bah, t'as plein de bouts de peau partout. Ouais. Sur la route, dans la douche, puis l'odeur, tu sais, de la peau grillée, donc il y a ça comme souvenir. Il y a une mamie retrouvée dans une cave, mais je pense que ça faisait des années qu'elle était là. C'était momifié, du coup. Ah, mais Ce que tu disais tout à l'heure. c'était du cuir. Oui, c'est ça. C'était du cuir. D'accord. Donc voilà. Je me souviens aussi avoir dû, pour prendre les empreintes sur le plat, je pouvais pas. Donc en fait, on l'a fait à l'autopsie. On a fait un gant de peau, ce qu'on appelle un gant de peau. Le médecin, il a coupé le bout des doigts et on se le met sur nos doigts à nous pour pouvoir prendre les empreintes et vérifier l'identité de la personne. D'accord. Parce qu'on sait pas qui c'est. Ouais. Pour reformer. Parfois, on sait pas, ouais. Voilà. Dans un autre contexte, à une époque aussi, je faisais pas mal de cambriolage. J'étais envoyé sur des cambriolages. Et ben, il y a une grue qui était en pleine activité, enfin qui était sur un site, qui avait été, comme on dit chez nous, fraqué. C'est-à-dire qu'ils étaient montés en haut de la grue, ils avaient brisé la fenêtre de la grue, ils avaient volé ce qu'il y avait dedans. Il y avait Oui. différents éléments. Tu nous l'avais expliqué dans l'immersion. Effectivement, Voilà. on était monté là-haut. Ouais, je suis monté là-haut, ouais. Ok. Donc voilà. Et puis après, bon, il y a d'autres choses un peu plus compliquées, tu vois, qui sont vraiment un peu plus rudes à entendre. Bon. Oui, on n'ira pas plus les garde, loin, ouais, on les garde voilà, pour c'est soi ça. et à la limite on en parle en collègue, quoi. D'accord. Dans un autre contexte qu'une affaire, une scène de crime à gérer à proprement parler, ça nous arrive aussi de faire, d'assister, enfin d'être assistant sur des perquisitions. Oui. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que tu vas vivre des trucs pareil un peu hors normes. Donc là, j'ai en mémoire, on avait, enfin les collègues avaient plusieurs points avec des gens à récupérer, à arrêter, quoi, à taper comme on dit. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on se retrouve tous au commissariat, on part en convoi avec les véhicules d'intervention, les OPJ, la police scientifique. Ouh, adrénaline. Adrénaline, parce que eux, ils roulent comme des barjots avec le gyro à 150, 160 sur l'autoroute pour arriver avant 6h du matin à un endroit où on se réunit. Donc on est là, on roule, on fait gaffe, machin.
Bon, c'est le côté un peu film américain, tu vois, mais bon, voilà, ça nous arrive de le faire. Il y a un peu d'adrénaline, c'est sympa. Et puis après, on arrive donc à l'endroit où en fait on se pose, on fait le brief, et on nous dit, bah voilà, là on envoie les drones, on regarde si les gars ils sont bien là, donc t'entends les drones, t'entends les mecs qui disent, ah je le vois pas, ah ça y est, la voiture arrive, donc tu sais, c'est un peu, ouais, c'est comme dans les films, ça monte un peu. Oui, puis toi, t'es spectateur à ce Ouais, moment-là. t'es spectateur, toi tu sais que t'es pas protégé, t'es pas harnaché, donc ils te disent, ouais, tu restes bien derrière, on te couvre et tout, mais C'est pas rassurant quand c'est même. pas rassurant quand même. Et puis en plus, bon, c'était une histoire de trafic d'armes, donc tu vois, tu sais pas trop comment ça peut réagir. Et là, hop, top départ. Il y a le camion blindé de l'intervention qui part, et paf, il fonce dans le portail de la maison, ça le fait chuter, et là, ils rentrent tous, et tu vois, t'entends le mec qui commence à courir, et il le chope. Enfin voilà, tu vois, ça commence comme ça, tu te dis, ouais, Ouais, là, t'as le cœur qui bat. Hein. t'as le cœur qui bat, ouais. Puis après, ça retombe, bon, après, tu fais une perquisition normale. Tout est Ouais, il y a des. sécurisé, c'est là où tu interviens. Voilà, ouais. Mais voilà, c'est des petits moments de vie un peu intenses, pas désagréables, tu vois. En visitant tes bureaux, j'ai vu des photos des Brigades du Tigre. Ça a vraiment existé, ça, les Brigades du Tigre? Effectivement, ça a vraiment existé. C'est Georges Clémenceau en 1907 qui a décidé de créer. Alors, il n'avait pas appelé ça les Brigades du Tigre, mais comme son surnom à lui, c'était le Tigre, ça s'est appelé les Brigades du Tigre. Et en fait, c'est l'ancêtre de la police judiciaire. Ouais. Il y avait énormément de banditisme enfin, sur le territoire. Et il créait des brigades mobiles, en fait, pour essayer de suivre ce banditisme et de les arrêter. Et voilà, c'est l'ancêtre de la PJ, la police De la judiciaire. police judiciaire. Ouais. J'ai vu, on a vu quand même plusieurs vitrines qui traitent de tout ça dans les locaux. Vous êtes très attaché à l'histoire, j'ai l'impression, que ce soit police, armée, comme ça, il y a un attachement, il y a un devoir de mémoire, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il y a d'abord enfin, l'attachement vient ensuite, mais il y a d'abord un devoir de mémoire. Et puis, parce que quand même, c'est quand même des précurseurs qui ont inventé des choses. Tu vois, des années après, c'est encore là et ça fonctionne. Voilà, avec tous les défauts qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est quand même un gars qui a pensé pour le bien commun à ça. Et puis c'est l'APJ, si tu veux. L'APJ, c'est quand même. Bah, L'APJ dont je parle, tu sais, il y a eu une réforme, je vous l'ai expliqué Oui. en immersion. Moi, je te parle avant cette réforme. Voilà, l'APJ avait une certaine aura de traiter des affaires qu'on dit un peu ah, plus difficiles, plus complexes, mais voilà, ils avaient cette aura de super flic. D'ailleurs, tu vois, là, je vois que tu as mis. Oui, voilà, on Ouais. retrouve ça sur le logo. Ouais, bah, Alors tu vois, t'as le ça tigre, c'était t'as le visage de Clémenceau, et en fait, ça, c'est l'ancien sigle de la PJ, avant la réforme. C'est-à-dire que c'était plus d'actualité maintenant. PJ et sécurité publique sont regroupés. D'accord. Mais ça, c'est pareil, c'est historique quelque part. Ça t'est arrivé de travailler sur des cold cases? Non. Non. Non, j'ai pas travaillé sur des cold cases au sens actuel. En plus, maintenant, il y a un pôle à Nanterre qui a été créé. C'est vrai qu'ils Ouais. s'occupent exclusivement de Voilà, ça? c'est ça, c'est un pôle d'enquêteurs. Donc, évidemment, c'est sur décision de justice d'abord. Oui. La justice dit tiens, là, il y a cette affaire, il faut la relancer ou il faut essayer de l'élucider. Et donc, il y a Nanterre qui est d'un point de vue judiciaire là-dessus. Et c'est secondé au niveau police scientifique au niveau du SNPS, Service national de police scientifique, à Écully, la maison mère. Il y a aussi un pôle qui se spécialise dans les cold cases, dans le sens où, par exemple, si tu dois retourner sur un site pour déterrer des corps, enfin chercher un corps ou chercher quelque chose, ils ont les moyens humains et logistiques pour le faire. Ok. Voilà. Après, on pourrait être amené à travailler sur demande. On nous dit, tiens, sur cette affaire, il faudrait nous redonner ton dossier, par exemple. Ouais. Mais moi, tout seul, moi, le plus proche de ce qui peut être un cold case, en étant chef, enfin, en travaillant au FAED, comme on a vu, ça serait d'identifier une trace d'une affaire criminelle qui remonte à 10, 15, 20 ans. Oui, c'est ça. Voilà, d'une Déjà. affaire genre viol, et t'es content. Ça, pour moi, c'est une forme de cold case, mais pas au sens où le public l'entend. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, tu as 47 ans maintenant, tu as quelques années dans la police. Est-ce que tu envisages d'évoluer encore? Ah, écoute, oui, je pense, dans le sens où, voilà, avec cet âge-là, faire des astreintes où tu es appelé
3 fois ou 4 fois dans la semaine à 1h du matin et que tu rentres chez toi, il est 6h et en fait tu retournes direct au boulot, il y a un âge où je me demande si ça va être possible. Oui. Ou si je vais suivre physiquement en fait. Hein. Je pense que mentalement, ça devrait aller, mais physiquement, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un doute, il va falloir que je trouve une autre affectation, un autre poste où je pourrais encore être utile sans avoir apporter voilà. quelque chose, sans avoir... J'ai des petites idées. Okay. Par exemple, intégrer ce qui était avant avec nous dans la police scientifique et maintenant qui est directement relié aux enquêteurs, c'est tout ce qui est étude des téléphones, extraction, analyse des données, etc. Bon Damien, on arrive à la fin de l'entrevue. Mais je ne vais pas te laisser partir comme ça, je vais te proposer un petit quiz. Ah. Si tu acceptes de participer, alors classique, hein. Une question, 2 réponses. Ok. Tu me donnes ta préférence. Ok. Est-ce que tu es plutôt expert Miami ou expert Las Vegas? Ah, je dirais Las Vegas quand même. Grissom. Ouais, Forever. C'est ça. Bien sûr. T'es plutôt Cold Case ou NCIS? Ah, NCIS. Franchement, NCIS, j'ai vraiment adoré. Il me kiffé? faisait trop rire. J'ai oublié son nom. Alors moi, j'étais pas du tout NCIS, j'étais Cold Case. Ah tu ouais vois ouais, j'étais très Cold Case. Non, mais Cold Case est bien, mais très sérieux, quoi. Très sérieux, ouais. Puis ça joue beaucoup sur la nostalgie. Moi, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais en fait, c'est dur de se trancher. Je pense que si je devais regarder un truc, ça serait NCIS parce que j'ai oublié son nom, mais un des... Alors, pas Gibbs, pas le chef, mais son adjoint, là, le blond. Oui, je vois. Il me faisait trop rire. Est-ce que t'es plus Rick Hunter ou Deux flics à Miami? Alors, qu'est-ce qu'il connaît, Rick Hunter? Qu'est-ce qu'il connaît, Rick Hunter? Ah, moi, ça a toujours été Rick Hunter. Rick Hunter, ouais, pareil, j'adore. Pareil. Oh, compliqué. Arabesque ou Colombo? Non, Colombo quand même. Colombo, même si Arabesque, je reconnais que j'ai regardé. Non, Colombo, 10 fois. Je suis un fan absolu de Ah, Colombo. mais ouais, Colombo, tellement. Peter Falk, et puis comment l'histoire elle est amenée, quoi. Ouais, c'est génial. Ça. Moi, on m'a offert l'année dernière le coffret intégral des Colombo. C'était le plus beau jour de ma vie. Hein. Vraiment. La prête. Oui. Ou compliqué. Die Hard ou L'Arme Fatale? Tu connais mon amour pour Bruce Willis. Ouais, c'est vrai. Die Hard. Ok, Die Hard. Et le dernier, Seven ou Usual Suspect? Ah non, Seven. Seven? Ouais, Forever? Forever, parce que Usual Suspect, qui est très bien, mais une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Ouais, c'est vrai que Seven, tu peux le remanger. Voilà, il n'y a pas... cette succession de scènes comme ça. Ça joue... Ok, la fin, elle aussi, il y a un twist. Mais même si tu le sais, le film reste intéressant, je trouve. Bon, donc, ouais, et puis il est tellement bien fait, il est tellement beau. Puis Brad Pitt, quoi. Puis Brad Pitt. Damien, merci d'avoir accepté de t'installer dans ce fauteuil. Ça a été un vrai plaisir. Partagé, Arnaud. Merci. Et d'avoir accepté également de nous inviter dans tes bureaux, parce que je sais que c'est pas facile d'y rentrer. Donc c'était un vrai privilège. Ouais, c'est un peu un privilège, c'est vrai. Mais après, voilà, quand c'est bien cadré et pour la bonne cause, on fait des efforts. Bah écoute, c'était super. Moi, j'ai passé un super moment. Pareil. Et puis on se revoit très rapidement sur un petit Warzone de Call of. Avec plaisir. Fait ça et peut-être une autopsie aussi. Oh. Prochaine vidéo. On essaiera. Salut mon ami. Avec plaisir, Arnaud.